L'enchère de véhicules sauvés en périphérie de Las Vegas occupait un terrain sur la lisière du désert où la lueur des néons de la ville s'effaçait dans le néant et où le sol devenait pâle et plat dans toutes les directions. Un jeudi matin à la fin juillet, avec le soleil déjà bien haut à 7 heures, 140 véhicules étaient alignés sur 3 acres de béton craquelé. Certains brûlés, d'autres endommagés par les inondations, d'autres encore écrasés en des formes qui rendaient leur silhouette d'origine difficile à deviner. Ce n'était pas un endroit pour les rêveurs. C'était un endroit pour les pragmatiques, pour ceux qui savaient que la valeur n'était pas toujours visible à la surface, et pour ceux qui avaient simplement besoin de pièces assez bon marché pour justifier le trajet. Marc Rivière arriva avec sa fille Ava dans un pick-up qui avait déjà parcouru 180 000 miles et ne s'en formalisait guère. Il avait 40 ans, sec comme le sont les hommes qui travaillent de leurs mains dans un espace exigu jour après jour, avec des avant-bras qui montraient ce type précis d'usure venu de plonger dans les moteurs et de saisir des choses qui résistent. Il portait une chemise grise lavée de nombreuses fois, des bottes ressemelées une fois, et rien d'autre qui méritait description. Parmi les revendeurs et acheteurs en vêtements plus élégants et postures assurées, il ressemblait à un homme venu d'un autre monde, ce qui n'était pas faux. Ava avait 8 ans et comprenait déjà que la bonne attitude à une enchère était de rester près de son père et d'observer. Elle avait des yeux sombres qui bougeaient lentement et captaient tout, et une patience inhabituelle pour une enfant de son âge, développée sans qu'on le lui demande au fil des années passées surtout dans un garage. L'enchère avança dans ses premiers lots avec l'indifférence rapide d'un processus qui n'exige de personne qu'il s'attache à ce qui se vend. Des pick-up inondés, une paire de motos au cadre tordu, une camionnette de livraison emboutie à l'arrière avec une force qui avait réduit sa zone de chargement de 60 cm. Les acheteurs passaient ces lots avec un calme professionnel. Puis un plateau arriva par la porte. Ce qui se trouvait dessus avait été une Ferrari. La couleur n'était plus identifiable. La carrosserie avait traversé un incendie assez grave pour transformer la peinture en carbone et le chrome en gris métallique sans éclat. Le côté passager restait intact dans ses contours mais dépouillé de tout ce qui faisait l'intérieur. Le côté conducteur avait subi un impact, pas catastrophique mais suffisant pour enfoncer le cadre de la porte et désaligner la ligne du toit. Il ne restait rien des vitres. Le siège n'était plus qu'un squelette calciné. Le tableau de bord était un paysage de matériaux fondus et durcis qui avaient abandonné leurs identités d'origine à la chaleur. Eric Vaughan, qui achetait et vendait des véhicules haut de gamme depuis un showroom près du Strip et portait des vêtements qui l'annonçaient, regarda la voiture depuis l'avant de la foule et émit un son entre le rire et le mépris. « C'est une voiture pour pièces au mieux, » dit-il à l'homme à côté de lui, « et même ces pièces ne valent pas la peine d'être retirées. » Le commissaire-priseur nota l'état du véhicule avec l'efficacité d'un homme qui a vendu des choses de toutes conditions et ne leur accorde pas de poids moral. Pas de titre. Documentation incomplète. Vendu en l'état. La plupart de la foule passa mentalement à autre chose avant qu'il ait fini sa phrase. Marc ne regardait pas la carrosserie. Il regardait le compartiment moteur, ce qui en était visible à travers le capot enfoncé qui avait été forcé partiellement ouvert par l'incendie ou par quelqu'un qui l'avait inspecté ensuite et était reparti. Ses yeux bougeaient comme ils bougeaient toujours en présence de mécanique, pas vite, pas avec excitation mais avec l'attention concentrée de quelqu'un qui lit d'une manière précise et entraînée. Il y avait quelque chose dans le châssis, une configuration, des points de fixation qui n'appartenaient à aucune Ferrari jamais apparue chez un concessionnaire. Il resta très immobile un moment. Ava leva les yeux vers lui. Il ne dit rien. Le commissaire-priseur ouvrit les enchères à 200 $. Personne ne bougea. Il descendit à 150. 800, dit Marc. Le commissaire-priseur le regarda avec la légère surprise d'un homme que plus rien ne surprend. Personne ne surenchérit. Il y eut une pause pendant laquelle plusieurs personnes aux alentours jetèrent à Marc des regards allant de la pitié à un amusement discret. Eric lança assez fort pour porter. « Tu viens d'acheter un projet de recyclage. » Marc paya en liquide, qu'il compta depuis une enveloppe dans sa poche de chemise, et arrangea pour que le plateau le suive jusqu'à son garage en périphérie d'Henderson. Ava remonta dans le pick-up sans cérémonie. Alors qu'il quittait le terrain, elle regarda son père. « Elle a encore ses os, » dit-elle. Marc lui jeta un coup d'œil. « Ouais, » répondit-il, « elle les a. » Le garage se trouvait sur un demi-acre loué au mois, ce qui avait toujours semblé précaire et le devenait de plus en plus. Le bâtiment était en parpaing, fonctionnel,
avec 4 ponts dont 2 fonctionnaient encore, et un qui attendait depuis 6 mois une pièce hydraulique pas encore abordable. Le bureau du fond avait une cafetière, un lit pliant, un bureau couvert de schémas techniques et une étagère de référence qui constituait la bibliothèque principale d'un homme ayant passé 20 ans à accumuler un savoir précis. Le plateau arriva à 16 heures. Mark et le chauffeur descendirent la Ferrari sur le sol du garage, et le chauffeur partit. Mark tourna lentement autour de la voiture. Puis il prit une lampe torche et examina longuement des choses invisibles depuis une position debout. Ava s'installa en tailleur sur le béton près de l'établi avec un livre emprunté à la bibliothèque de l'école. Elle faisait cela depuis qu'elle était assez grande pour s'asseoir sans aide, accompagnant son père au garage et s'occupant de ses affaires pendant qu'il s'occupait des siennes. Elle comprenait sans qu'on le lui dise que le garage était un lieu de concentration, et que la bonne attitude envers la concentration était de ne pas la déranger. Mark trouva le premier indice après 20 minutes. C'était un poinçon de châssis à un endroit qui ne correspondait à aucune Ferrari de production jamais fabriquée. Pas parce que le poinçon était faux, mais parce qu'il était supplémentaire. À côté de la séquence d'identification standard, quelqu'un avait apposé une marque secondaire utilisant un code que Mark reconnut parce qu'il l'avait lui-même utilisé des années plus tôt dans une installation à Maranello qui n'existait plus sous ce nom. Il se rassit sur ses talons. Le code appartenait à un programme appelé Ferrari Noir. Il avait duré 3 ans au sein de la division recherche avancée de Ferrari et n'avait produit qu'un seul prototype, un véhicule qui n'avait jamais été nommé car jamais montré publiquement, qui n'avait jamais couru car jugé trop en avance sur ce que l'équipe pouvait soutenir, et qui avait été officiellement déclassé après un accident d'essai dans les collines au-dessus de Turin qui l'avait endommagé au-delà du budget du programme, du moins selon le rapport officiel. Mark avait été l'un des 7 ingénieurs du programme. Il en avait été le responsable de l'intégration de la chaîne cinématique. Il avait connu la voiture comme les ingénieurs connaissent les choses sur lesquelles ils ont passé 3 ans à construire à partir d'idées partielles, de dessins incomplets et d'arguments au milieu de la nuit sur la résistance d'une solution sous les conditions demandées. Il l'avait connu d'une manière pas sentimentale mais proche du personnel. On lui avait demandé de quitter le programme après l'accident. La demande n'avait pas été aimable. Il était revenu aux États-Unis, avait monté un garage au Nevada et n'avait parlé de Ferrari Noir à personne pendant 7 ans. Il regarda maintenant la voiture sur le sol de son garage. Il regarda le poinçon secondaire. Il regarda les points de fixation qu'il avait remarqués à l'enchère et qu'il comprenait maintenant complètement. Il se leva, alla au bureau, se servit un café et resta assis longtemps sans rien faire. Puis il ressortit et commença à travailler. Le travail de compréhension de ce que la voiture possédait encore commença avant le travail de restauration. Mark passa les 3 premiers jours uniquement en documentation, photos, mesures, notes écrites dans un cahier qu'il datait et numérotait. Il avait besoin de savoir, avant de toucher quoi que ce soit qui altérerait son état actuel, exactement ce qu'il avait entre les mains. La voiture avait traversé un incendie, un impact, puis probablement une période d'exposition et une seconde période dans l'entrepôt qu'il avait détenu avant l'enchère. Chacun de ces événements avait sa signature de dommage, et les signatures se chevauchaient de façon qui exigeait une lecture attentive. Ce qui émergea de la documentation était ceci. L'incendie avait été sévère, mais pas catastrophique pour les éléments structurels. Le cadre tubulaire, qui n'était pas l'approche standard de Ferrari et constituait l'une des caractéristiques définissant le programme noir, était intact. Déformé par endroits avec des fissures de contrainte dans 2 membres, mais intact. Les panneaux de carrosserie étaient partis ou irrécupérables. L'intérieur était parti. Le moteur avait subi des dommages thermiques sur ses systèmes annexes, mais son bloc central semblait, à l'œil et à l'application soigneuse d'un endoscope, sain. Il était, pensa Mark, en meilleur état que la situation n'avait aucun droit de le permettre. Il dit à Ava le 5e soir, assis à la table de la cuisine de la petite maison qu'il louait à 3 rues du garage, que la voiture était autre chose que ce que l'enchère avait représenté. Il ne lui dit pas tout. Il lui dit qu'elle était inhabituelle, qu'il allait essayer de la ramener, et que cela prendrait du temps et de l'argent qu'il n'avait pas en surplus. Ava écouta cela avec le sérieux qu'elle apportait aux choses qui comptaient. Elle avait 8 ans, elle avait la patience de son père et la précision de sa mère, combinaison qui faisait déjà d'elle quelqu'un qu'il valait la peine d'écouter quand elle décidait de parler. « C'est comme celle dans ton livre ?» demanda-t-elle.
Elle voulait dire le volume de référence sur l'histoire des courses Ferrari qui vivait sur l'étagère au-dessus de la cafetière. Différente de celle-là, répondit-il. Plus que celle-là. Elle réfléchit. Alors elle mérite d'être réparée. La réalité financière n'était pas séparée du projet. Elle en était une condition, courant parallèlement à tout le reste comme un second jeu de mesure sur un moniteur qu'on ne pouvait ignorer. Le garage de Mark fonctionnait sur des marges qui ne laissaient aucune place à la spéculation. Il avait 3 comptes réguliers, un immeuble d'appartements qui entretenait 2 véhicules, une petite entreprise de transport avec une vieille fourgonnette, et un ensemble de clients individuels qui lui apportaient leurs problèmes mécaniques ordinaires parce qu'il était moins cher que les concessionnaires et bien plus fiable. Ces comptes payaient le loyer du garage et de la maison et maintenaient les prescriptions d'Ava à jour, ordre de priorité que Mark avait établi et maintenu sans déviation. Les prescriptions étaient pour une affection cardiaque, une irrégularité structurelle identifiée quand elle avait 4 ans et gérée depuis avec un médicament qui gardait la situation stable et une recommandation offerte à chaque rendez-vous annuel avec la même formulation prudente. La correction chirurgicale restait l'issue préférable à long terme. L'opération coûtait une somme toujours décrite à Mark en termes encourageants sur les options de financement, ce qu'il comprenait comme signifiant qu'elle n'existait pas dans sa vie sous sa forme actuelle. Il avait un dossier à la maison avec des documents dedans. Il ne le regardait pas tous les jours. Il n'en avait pas besoin. Il travaillait sur la Ferrari aux heures que le travail régulier ne remplissait pas, c'est-à-dire tôt le matin, le soir après qu'Ava était couché, et les samedis complets quand l'emploi du temps du garage le permettait. Il travaillait de manière systématique, la seule façon qu'il connaissait. Il s'attaqua d'abord au cadre parce que tout le reste en dépendait. Il avait un poste à souder MIG et des gabarits qu'il avait construits lui-même au fil des années et qui lui permettaient d'établir des points de référence avec une précision suffisante pour le travail structurel. Les fissures de contrainte dans les 2 membres exigeaient de découper une section de chacun et de souder du nouveau matériau, solution pas élégante mais solide. Il se procura les tubes chez un fournisseur à Phoenix qui ne posa pas de questions sur l'usage. Au fil de ces semaines, Ava développa sa propre routine. Elle venait au garage après l'école les jours où sa santé le permettait, ce qui était la plupart du temps, et faisait ses devoirs sur l'établi du côté opposé à celui où Mark travaillait. Et quand les devoirs étaient finis, elle observait. Elle avait appris par longue observation la grammaire de base de ce que faisait son père, la différence entre la phase d'inspection attentive et la phase de travail actif, la qualité particulière de son attention quand il résolvait quelque chose qui n'était pas encore résolu, le moment où la qualité de ses mouvements changeait parce que la solution était arrivée. Elle avait aussi commencé ces 2 derniers mois à lui apporter des choses, un verre d'eau, une lampe quand la sienne était du mauvais côté. Une fois correctement, une clé de la taille qu'il allait chercher. Elle le faisait sans attirer l'attention, ce qui était le bon instinct. Un soir de la 3e semaine, Ava s'était endormie sur le lit pliant du bureau. Mark avait étalé sa veste de travail sur elle et laissé la porte du bureau ouverte pour que la lumière du garage l'atteigne sans l'éblouissement direct du plafond. À 2 heures du matin, avec la réparation du cadre terminée et la première section de préparation de carrosserie en cours, il recula et regarda la voiture de loin. Elle ne ressemblait pas encore à grand-chose. Elle ressemblait à ce qu'elle était, un squelette en train de devenir quelque chose dépouillé de ses surfaces, honnête sur sa structure comme le sont les choses quand leurs extérieurs ont été retirés, mais Mark pouvait voir ce qu'elle allait devenir. Il avait toujours su faire cela, tenir la forme finie dans son esprit tout en travaillant sur l'état actuel de la chose inachevée. C'était la qualité qui l'avait fait entrer dans le programme noir au départ, la capacité à regarder un dessin partiel ou un assemblage incomplet et à en comprendre la trajectoire. Il entendit la porte du bureau bouger et regarda. Ava se tenait dans l'encadrement en chaussettes, sa veste autour des épaules, plissant les yeux dans la lumière. « Je me suis endormie, dit-elle. « Je sais. » Elle regarda la voiture. Elle resta silencieuse un moment. On dirait un squelette. Pour l'instant, oui. Elle réfléchit. « Les squelettes ne sont pas tristes, dit-elle. Ils attendent juste. » Mark regarda sa fille. Puis il regarda de nouveau la voiture. « Ouais, répondit-il, c'est ça. » L'homme qui arriva un mardi matin de la 5e semaine avait 71 ans, des cheveux blancs et les mains de quelqu'un qui avait passé une carrière dans les compartiments moteurs.
Il conduisait une voiture de location qu'il gara au trottoir et entra dans le garage avec l'assurance tranquille d'une personne qui sait exactement où elle va et ne s'inquiète pas d'être attendue. Il s'appelait Luca Moretti. Il avait été l'ingénieur matériaux senior du programme Ferrari Noir. En pratique, il avait été la personne qui avait approuvé l'approche d'intégration de la chaîne cinématique de Mark, l'avait défendue dans les réunions où elle avait été contestée, et, dans les suites de la fin du programme, n'avait rien dit publiquement, silence qui lui avait coûté quelque chose qu'il n'avait jamais discuté avec quiconque. Mark leva les yeux de ce qu'il faisait et se figea. Luca regarda la voiture longuement. Son expression ne changea pas, puis il dit en italien, « J'ai entendu une rumeur. » « Comment l'as-tu entendu ?» répondit Mark. Son italien restait fonctionnel après des années de désuétude, portant l'accent précis de quelqu'un qui avait appris la langue dans un contexte professionnel plutôt qu'enfance. Par un homme à Phoenix qui vend des tubes spéciaux et qui parle parfois quand il ne devrait pas. Mark n'eut rien à dire à cela. Luca tourna lentement autour de la voiture. Il s'accroupit à l'arrière et regarda le sous-châssis. Il se releva et regarda le compartiment moteur. Il posa la main sur le membre tubulaire du cadre que Mark avait réparé, traçant la soudure du bout du doigt, et son expression passa brièvement à quelque chose qui pouvait être du chagrin ou de la reconnaissance. « C'est la vraie », dit-il enfin en français. Il n'avait pas changé de langue par accident. Je n'étais pas certain que les rumeurs étaient exactes. « Elle l'est. » Luca se redressa. Il regarda Mark par-dessus le châssis. « Tu sais ce qui lui est arrivé. » « Je sais ce qu'on m'a dit qui lui est arrivé. » Luca hocha lentement la tête. « Et maintenant tu sais ce qui lui est vraiment arrivé. » Ils restèrent dans le garage ce matin du Nevada, deux hommes et le fantôme d'un projet enterré par commodité institutionnelle il y a bien des années. Dehors, un camion passa dans la rue. À l'intérieur, la lumière fluorescente faisait briller le métal nu du châssis comme quelque chose qui avait attendu longtemps d'être regardé directement. « Je peux aider, » dit Luca. Mark réfléchit. Il avait passé 5 semaines à travailler seul dans la conviction qu'il pouvait continuer seul. Mais la voiture avait des systèmes dont les spécifications originales n'existaient que dans des documents auxquels Luca avait accès, dans la mémoire de Luca et nulle part ailleurs que Mark pouvait atteindre. « Quand peux-tu commencer ?» demanda Mark. Les rumeurs commencèrent avant que Mark ne l'ait voulu. C'était la nature d'un monde où tous ceux qui savaient sur les voitures rares connaissaient tous les autres, et où l'information circulait comme une charge dans un circuit fermé, non parce que quelqu'un la transmettait délibérément, mais parce que les conditions de transmission existaient et que la charge trouvait son chemin. Eric Vaughan entendit quelque chose à un dîner à Scottsdale venant d'un collectionneur qu'il avait entendu d'un revendeur qu'il avait entendu de l'homme de Phoenix. Ce qu'il entendit était imprécis, mais l'information imprécise était souvent plus précieuse que l'information précise car elle laissait de la place pour le genre d'action qui allait plus vite que la certitude. Il arriva au garage de Mark un samedi matin avec la manière particulière d'un homme qui se considère comme rendant service à un autre en se montrant. Il portait une veste qui coûtait plus que le loyer mensuel de Mark et tenait un café d'un endroit qui n'opérait pas dans ce quartier, ce qui signifiait qu'il avait fait un détour où se l'était fait apporter. Il regarda la voiture bien moins longtemps que Luca. « Je te donne 200 000, dit-il, tout de suite. Je peux avoir un chèque pour la fin de la journée. »« Non, répondit Mark, tu l'as payé 8 cents. »« Je sais ce que j'ai payé. » Eric recalibra avec l'efficacité de quelqu'un habitué à ouvrir bas. « 400 000. C'est 499 200 de plus que ce que tu regardes actuellement. Elle n'est pas à vendre. » Eric le regarda avec l'expression d'un homme qui a conclu que l'autre ne comprend pas la conversation qu'ils ont. « Tu sais ce que c'est ?» « Oui, répondit Mark, je le sais. »« Alors tu sais ce que le marché paiera pour elle. »« Je sais ce que le marché paiera, dit Mark, ce n'est pas ce que je décide. » Le regard qui traversa le visage d'Eric était celui d'un homme rencontrant une logique qu'il est constitutionnellement incapable de traiter. Il resta encore quelques minutes, dit plusieurs choses qui étaient des variations sur la même offre sous des formulations différentes, et finit par partir d'une façon qui communiquait qu'il considérait la conversation inachevée. Ava, qui avait été dans le bureau pendant cet échange, sortit quand le bruit de la voiture d'Eric s'évanouit. « Il n'offrait pas vraiment d'aider, dit-elle. »« Non, répondit Mark, il offrait d'y mettre fin. » Elle regarda la voiture. « Ce n'est pas la même chose. »« Non, dit-il.
ce n'est pas la même chose. La femme qui arriva 2 semaines après Eric était différente dans tous les sens où une personne peut l'être d'une autre tout en occupant à peu près la même catégorie de richesse. Valentina de Lucas avait 53 ans, des cheveux sombres et la posture particulière de quelqu'un qui a passé une vie dans des pièces où les enjeux étaient réels et n'a jamais appris à feindre ce qu'elle ne ressentait pas vraiment. Elle était la collectionneuse privée la plus importante de véhicules Ferrari en Europe, fait documenter dans les registres d'enchères et les accords de prêt au musée, et dans les profils occasionnels de publications qui couvraient ces choses. Et elle avait été impliquée, d'une capacité que Marc avait connue mais jamais pleinement comprise, dans les politiques autour du programme noir au moment de sa fin. Elle vint seule. Elle conduisit elle-même une voiture de location ordinaire, se gara et entra dans le garage sans appeler avant. Elle s'arrêta quand elle vit la voiture et ne dit rien pendant très longtemps. Lucas était dans le garage ce jour-là, travaillant sur une tâche de documentation à l'établi. Quand il leva les yeux et vit Valentina, quelque chose passa sur son visage, de trop complexe pour être nommé d'un seul mot. « Valentina » dit-il. « Lucas » dit-elle. Elle ne le regarda pas plus d'un moment. Elle regardait la voiture. Marc l'observa depuis l'endroit où il se tenait près du pont. Il ne parla pas. Il avait appris des années de travail sur des choses exigeant de la patience que certains moments étaient mieux observés qu'interrompus. Elle tourna autour de la voiture. Elle regarda le cadre sous plusieurs angles. Elle regarda le compartiment moteur. Elle regarda la carrosserie ébauchée sur le quart avant, encore en métal nu mais montrant déjà la forme qu'elle prenait. Elle resta longtemps à l'arrière à regarder la section arrière. Puis elle se tourna et regarda Marc. Qui a fait les réparations du cadre? Moi. Les soudures sur le membre arrière gauche. Je sais. L'accès était limité. J'ai dû modifier le gabarit. Elle le regarda fixement. La plupart des soudeurs n'auraient pas su le modifier. La plupart des soudeurs n'ont pas passé 3 ans sur ce châssis. Une pause. Tu sais ce que c'est, dit-elle. Depuis l'enchère et tu l'as gardé silencieux. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais d'abord. Elle regarda de nouveau la voiture. Quand elle revint à lui, l'expression sur son visage était une que Marc reconnut seulement parce qu'il l'avait vue une fois des années plus tôt dans une salle de conférence à Maranello quand les résultats de la première évaluation complète de performance étaient revenus de la piste. Et toute une salle d'ingénieurs expérimentés était devenue très silencieuse. Elle était plus rapide que tout ce que nous avions construit, dit-elle. Nous l'avons fait tourner sur le circuit dès ces 3 fois avant l'accident. Chaque fois les chiffres étaient faux. Faux comment? Faux dans le sens qu'ils étaient meilleurs que ce que les modèles prédisaient. Ce qui signifiait que les modèles étaient faux. Ce qui signifiait que nous étions plus avancés que quiconque dans ce bâtiment ne l'avait compris. Elle s'arrêta. C'est ce qui les a effrayés. Marc ne dit rien. L'accident était réel, dit-elle. Je veux être clair là-dessus. Le pilote d'essai a été blessé, pas gravement. La voiture a été endommagée. Mais la décision de mettre fin au programme n'a pas été prise à cause de l'accident. L'accident était une raison préparée à l'avance pour une décision déjà prise. Je sais, dit Marc. Je le savais alors. J'ai essayé de l'empêcher. Elle dit cela sans sentimentalité, énonçant un fait. Je n'avais pas assez de pouvoir à ce moment pour l'empêcher. J'ai pensé à cela pendant 7 ans. Moi aussi. Le garage était silencieux. Lucas avait arrêté ce qu'il faisait et regardait son établi. « Qu'est-ce que tu vas en faire » demanda Valentina. « La terminer » répondit Marc, et ensuite. Il regarda la voiture. Il la regarda comme il l'avait regardée la première nuit quand il s'était tenu dans ce même garage et avait essayé de comprendre ce qu'elle lui demandait. « Je vais découvrir ce qu'elle peut faire » dit-il, ce qu'elle était toujours censée faire. La phase finale de la restauration prit 11 semaines, travaillant chaque heure disponible, avec Lucas présent 4 jours sur 7 et disponible par téléphone le reste du temps. Valentina, après une conversation que Marc n'avait pas anticipée et qui avait duré jusqu'à 2 heures du matin la nuit de sa première visite, devint une source de documentation, fichiers originaux du programme, dessins techniques et spécifications de matériaux qu'elle avait gardés pendant 7 ans d'une manière qui suggérait qu'elle avait attendu que la voiture ressurgisse ou l'avait espéré. Le travail avait son propre rythme une fois qu'il atteignait un certain stade, ni frénétique ni lent, mais constant et déterminé comme les choses avancent quand les gens qui les font savent exactement vers quoi ils construisent.
Marc fabriqua des composants de carrosserie à la main là où aucune référence originale n'existait, travaillant à partir des dessins et de la logique du design, la façon dont un panneau impliquait le suivant, la façon dont l'intention aérodynamique du nez se continuait à travers les seuils de porte et se résolvait à l'arrière. Il n'essayait pas de répliquer ce qui avait existé. Il essayait de compléter ce qui avait été prévu. La présence d'Ava dans le garage pendant cette période était différente de ce qu'elle avait été les premières semaines. Elle était passée graduellement et sans annonce d'observatrice à participante, non dans le travail lui-même mais dans l'atmosphère autour. Elle apportait des choses, tenait des choses, notait des choses que Marc oubliait parfois avoir déplacées et posait des questions qui étaient presque toujours meilleures que celles qu'un adulte aurait posées parce qu'elles venaient de quelqu'un qui ne savait pas encore quelles questions étaient considérées naïves. Un soir de la 9e semaine, elle demanda « Comment sais-tu quand c'est fini ?» Marc y réfléchit sérieusement, comme il réfléchissait à ces questions. « Quand la chose que tu as construite correspond à la chose que tu avais compris qu'elle voulait être, répondit-il. Elle considéra cela. Les voitures veulent des choses. Les choses que les gens construisent bien, dit-il, portent l'intention des gens qui les ont construites. Parfois l'intention n'est pas terminée. Quand tu la termines, tu sens la différence. Elle resta silencieuse un moment, comme quand une phrase se termine bien. Il la regarda. Exactement comme ça. Le soir où le moteur tourna pour la première fois, aucune cérémonie n'avait été prévue. C'était un mardi d'octobre. Lucas était là. Ava était là, venue de l'école et installée à sa place habituelle près de l'établi. Marc avait terminé les connexions finales ce matin et avait passé l'après-midi à passer une checklist de prédémarrage qui faisait 4 pages à noter avec la précision d'un homme qui a appris que la différence entre un premier démarrage réussi et un catastrophique est la qualité de la checklist. Il amorça le système de carburant. Il fit la vérification électrique. Il regarda Lucas qui hocha la tête. Il tourna la clé. Le moteur tourna 3 fois. Puis il prit vie. Le son qu'il fit n'était pas comme le son d'un moteur qui démarre. C'était comme un son qui avait attendu à l'intérieur du bâtiment les bonnes conditions pour émerger, une note profonde et complexe qui remplit le garage comme le remplit un vase, trouvant chaque coin, pressant contre les murs. Ce n'était pas bruyant comme les moteurs de spectacle sont bruyants. C'était puissant comme les choses sont puissantes quand elles font exactement ce pourquoi elles ont été conçues, sans excès, sans théâtre, avec l'engagement total de tout ce qui avait été construit en elles. Marc s'assit sur le siège conducteur avec les mains sur le volant et ne dit rien. Le son traversa le garage et lui en même temps. Lucas se tenait à l'avant de la voiture avec une main sur l'aile et la tête baissée. Ava se tenait près de l'établi avec les 2 mains le long du corps et une expression qui n'était pas tout à fait un sourire et n'était pas tout à fait autre chose. C'était le regard de quelqu'un qui a cru en quelque chose longtemps et le voit maintenant se confirmer. Marc la regarda. Elle leva les 2 pouces. Il coupa le moteur. Le garage devint silencieux de la manière particulière dont un espace devient silencieux après un son significatif. L'absence aussi présente que le son l'avait été. Il faut le faire tourner plus longtemps avant tout test sous charge, dit-il. Sa voix était stable. Oui, dit Lucas. Sa voix ne l'était pas. Marc resta assis dans la voiture encore un moment. Puis il sortit, alla au bureau et servit 3 tasses de café. Il en apporta 2 dehors. Ava eut la 3e, qui était surtout du lait et du sucre et ne contenait du café que dans un sens formel. Ils restèrent dans le garage avec leurs tasses et la voiture qui était maintenant, après tant de semaines et tant d'heures, ce qu'elle avait été construite pour devenir, et ne dirent rien parce qu'il n'y avait rien qui avait besoin d'être dit. L'invitation à Monaco était venue comme Valentina l'avait prédit, de sources que Marc n'avait pas contactées et n'aurait pas su contacter. La nouvelle d'une Ferrari noire restaurée, non plus une rumeur cette fois mais une confirmation portant le poids de la crédibilité de Luca Moretti et de l'association de Valentina de Luca, avait circulé dans le monde des collectionneurs avec la vitesse d'une nouvelle retenue assez longtemps pour devenir extraordinaire. L'événement était une exposition privée liée au Monaco classique, tenue dans un lieu près du port, avec une qualité de lumière particulière venue d'avoir la Méditerranée à 100 mètres des fenêtres. 200 personnes avaient été invitées qui représentaient entre elles une somme d'argent qui refusait d'être comprise en termes humains ordinaires. Marc conduisit la Ferrari lui-même. Ce n'était pas standard pour un véhicule de sa valeur,
Mais Marc n'était pas un homme qui laissait les choses qu'il avait construites être transportées par quelqu'un d'autre sans une raison qui l'emportait sur son inconfort, et aucune ne se présenta. Ava voyagea sur le siège passager pour la dernière portion du trajet, concession à la logistique plutôt qu'au sentiment, bien que ce soit les deux. Quand la voiture entra dans l'espace d'exposition, la salle fit ce que les salles font quand quelque chose arrive, pourquoi elle n'était pas préparée à être adéquate. Les gens s'arrêtèrent. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Plusieurs personnes qui examinaient d'autres véhicules se retournèrent, regardèrent puis se dirigèrent vers la Ferrari avec la directivité inconsciente de gens suivant quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer. Marc gara la voiture, sortit et se tint à côté dans ses vêtements propres mais ordinaires, et attendit. C'était quelque chose pour quoi il était bon, attendre sans jouer l'attente. Eric Vaughan apparut dans les 4 minutes. Ce n'était pas l'Eric Vaughan de la visite au garage d'Henderson qui avait porté l'hypothèse que son offre serait acceptée. C'était une version d'Eric Vaughan sous pression, une version moins composée. Il cita un nombre à Marc qui avait 7 chiffres, le présentant comme une ouverture. Marc dit qu'il n'était pas prêt à discuter des termes. Eric dit qu'il y avait des gens dans la salle qui iraient plus haut. Marc dit qu'il comprenait. Eric dit qu'il était la personne qui avait les relations pour gérer une transaction de cette complexité. Marc dit qu'il appréciait. Eric dit que le nombre pouvait aller à 1,5 million. Marc dit qu'il le contacterait. Il ne le contacterait pas et ils le savaient tous deux, mais la convention était utile. Valentina le trouva plus tard dans la soirée, debout au bord de l'espace d'exposition près de la voiture, regardant la salle. Elle se tint à côté de lui. 47 personnes m'ont demandé de faciliter une approche, dit-elle. Je leur ai dit à tous que je n'avais aucun rôle dans la vente. C'est exact, dit-il. Je sais. Une pause. Mais si j'avais un rôle dans la vente, le nombre serait considérablement plus élevé que ce que quiconque a offert ce soir. Je sais. Elle resta silencieuse un moment. Vas-tu la vendre? Marc regarda la voiture. Elle attirait une attention continue. Des gens qui tournaient autour, photographiaient, regardaient comme on regarde des choses qu'on sait hors de portée et que cela ne diminue pas le désir de regarder. Éventuellement, dit-il. Ce soir n'est pas le soir. Elle hocha la tête. Qu'est-ce que ce soir? Il y réfléchit. Ce soir est pour la regarder et savoir ce qu'elle a coûté, dit-il. Et pour laisser les autres la regarder et ne pas savoir. Elle considéra cela. Puis elle dit. Tu as construit quelque chose de remarquable. Nous l'avons construite une fois, dit-il. J'ai terminé. Elle resta silencieuse un moment. Ce n'est pas une petite distinction. La nuit de l'exposition de Monaco était un mardi. Le vendredi matin suivant, Marc conduisit la Ferrari sur une section de route côtière au-dessus de Monaco qui avait été fermée pour la matinée dans le cadre d'une autorisation que Valentina avait facilitée sans rien demander en retour. La route courait le long de la falaise sur 3 kilomètres avec la mer en dessous et la lumière matinale arrivant à un angle qui faisait que toute la surface de la route, les barrières de pierre, la couleur de l'eau, semblaient avoir été récemment décidées. Il avait emmené Ava. Elle était sur le siège passager dans une veste trop légère pour l'air du matin mais qu'elle avait refusé d'échanger contre une plus lourde, tenant le bord de la vitre des 2 mains et regardant la route devant. « Prête ?» dit Marc. Elle le regarda. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait jamais eu peur des choses que son père construisait. Oui, dit-elle. Il conduisit. Ce que la voiture fit sur cette route est difficile à décrire en termes ordinaires. C'est pourquoi les gens qui construisent des voitures comme celle-ci utilisent le langage de la physique, chiffres d'accélération, charge latérale, appui aérodynamique à des vitesses précises. Ces nombres existent pour la Ferrari noire et ils sont extraordinaires. Mais les nombres ne sont pas l'expérience de ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait est traduire l'intention en mouvement avec une directivité qui retire tout intermédiaire entre la volonté du conducteur et la réponse de la voiture. Elle ne corrige pas. Elle ne compense pas. Elle fait ce qu'on lui demande avec une complétude de quelque chose qui a été conçu par des gens qui comprenaient la chose qu'ils concevaient à un niveau qui ne permettait aucun compromis. Marc conduisit jusqu'au bout de la route, ralentit, fit demi-tour et revint. Quand il s'arrêta, Ava resta assise un moment sans parler. Puis elle dit, « C'est comme si elle savait ce que tu veux dire. » Marc regarda la route devant. La lumière arrivait encore au même angle. La mer était encore en dessous.
Ouais, répondit-il, c'est ça. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Ava demanda, tu es heureux? Il réfléchit à la question comme il réfléchissait aux questions importantes. Pas vite. Je pense que oui, dit-il. Je pense que c'est ce que le bonheur ressent quand c'est réel. Elle hocha la tête. Elle rassemblait ces informations depuis des années et les stockait avec le même sérieux qu'elle apportait à tout. Bien, dit-elle. Les mois qui suivirent portèrent la qualité particulière de changement qui arrive non comme un moment unique mais comme une série de glissements plus calmes qui s'accumulent en une vie différente. La vente de la Ferrari noire, qui eut lieu par les connexions de Valentina 6 semaines après Monaco à un musée de Milan qui l'avait poursuivi avec la patience d'une institution qui sait attendre, produisit un chiffre que le cerveau de Marc eut du mal à traiter comme réel pendant un certain temps. Il fut précis sur ce qu'il en fit, le fonds médical pour l'opération d'Ava, programmé pour le printemps suivant. Le remboursement d'un petit nombre de dettes qui s'étaient accumulées aux marges des choses. Une nouvelle pièce hydraulique pour le pont qui attendait depuis un an. Et puis une conversation qu'il n'avait pas prévu d'avoir. Elle venait d'un cabinet juridique à Milan représentant les archives corporatives de Ferrari. Le cabinet avait été contacté en lien avec l'acquisition du musée et avait effectué une revue des dossiers historiques du programme. La revue avait localisé la documentation originale du projet Ferrari noir, y compris un ensemble de dossiers de personnel reflétant l'équipe d'ingénierie officielle du programme. La lettre était formelle et précise. Elle reconnaissait certaines inexactitudes historiques dans le dossier de fin du programme. Elle notait qu'une revue avait été entreprise à la lumière de nouvelles documentations, et joignait sur une page séparée un crédit de personnel révisé ajouté aux archives officielles de Ferrari. Marc lut la lettre à la table de la cuisine le matin pendant qu'Ava était à l'école. Le document listait les crédits d'ingénierie du programme noir sous leur forme corrigée. Il listait Luca Moretti comme ingénieur matériaux senior. Il listait 4 autres dont Marc connaissait les noms, et en haut de la liste, là où cela avait toujours appartenu et n'avait jamais été autorisé à apparaître, ingénieur en chef projet Ferrari noir, Marc Rivière. Il plia la lettre. Il la mit dans le tiroir avec les autres documents qui comptaient, à côté du dossier de papiers médicaux et au-dessus du dossier qui contenait le bail du garage. Il fit du café. Il alla travailler. Ce soir-là, Ava rentra de l'école avec un projet qu'on lui avait assigné sur l'histoire de l'ingénierie. On lui avait demandé de choisir un sujet et elle avait décidé sans consultation d'écrire sur une voiture. Elle voulait interviewer son père. Elle s'assit en face de lui à la table de la cuisine avec un cahier ouvert devant elle, tenant un crayon avec le sérieux d'une journaliste qui n'a pas encore décidé d'enregistrer ou d'écrire. Qu'est-ce que l'ingénierie? Commença-t-elle. Marc y réfléchit. Comprendre ce que quelque chose veut être, répondit-il, et puis le faire devenir cela. Elle nota cela. Quelle est la partie la plus dure? La patience, dit-il. Et savoir la différence entre quelque chose qui est cassé et quelque chose qui n'est pas fini. Elle nota cela. Elle leva les yeux vers lui. Ils sont différents. Très différents, répondit-il. Les choses cassées doivent être lâchées. Les choses inachevées doivent être continuées. Elle nota aussi cela. Puis elle regarda son cahier un moment puis lui. Comme la Ferrari, dit-elle. Comme la Ferrari, dit-il. Elle ferma le cahier. La cuisine était silencieuse de la bonne façon, celle qu'elle avait été plus de soir qu'autrement depuis que le projet avait commencé et que le garage leur avait rendu une version d'eux-mêmes que les années précédentes avaient lentement comprimée. La lumière au-dessus de la table était chaude. Dehors la fenêtre, le soir du Nevada avançait vers l'obscurité à sa manière tranquille. Ava posa son crayon et regarda son père avec l'expression particulière qui avait été la sienne depuis l'enfance, celle qui signifiait qu'elle avait observé quelque chose assez longtemps pour être arrivée à une conclusion. « Je pense, dit-elle, que tu es la personne la plus patiente que je connaisse. » Marc regarda sa fille. Il pensa aux 7 années à porter quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. Il pensa à un châssis brûlé sur un terrain d'enchères dans le désert. Il pensa à un son qui avait rempli un garage un mardi soir d'octobre et pressé contre tous les murs. « Je l'ai appris du travail, dit-il. Le travail t'enseigne des choses. » Elle hocha la tête. Cela la satisfit. Elle reprit son crayon, ouvrit le cahier à une page fraîche et en haut écrivit 3 mots, chose qui valent la peine d'être terminée.